Bonjour à tous, bonjour, eh bien voici la permanence virtuelle que je vous propose tous les mois. Voici cette première pour l'année 2021, nous sommes le samedi 22 janvier, il est en France 10 heures du matin. Je vous souhaite à tous la bienvenue, où que vous soyez dans la 11e circonscription. Je vois petit à petit les connexions s'installer. Voilà, donc je suis je viens de vous le dire, je viens de l'expliquer, vous avez compris, à Paris, puisque depuis le mois de février dernier, ça va bientôt faire 1 an, que je n'ai pas pu retourner dans la circonscription pour les mêmes raisons que vous. Les périodes imposées d'isolement, de quarantaine, que ce soit 14 jours, 7 jours, 3 semaines parfois comme à Hong Kong, ne me permettent absolument pas de voyager pour le moment dans la circonscription. Donc heureusement que nous avons les outils que nous utilisons là maintenant qui nous permettent malgré tout de rester en contact, de communiquer. Et j'espère que là où vous êtes, vous recevez également, j'envoie tous les mois une lettre d'information. Je suis disponible également par email. En revanche, je m'interpellais directement par exemple sur Facebook. J'ai beaucoup de messages. C'est plus risqué, il y a plus de chances que je ne vois pas passer votre message car il y en a trop qui tombent. C'est pour ça que je vous recommande vivement d'utiliser préférentiellement l'email public de l'Assemblée nationale et que mon collaborateur Adrien, qui est présent dans ce Facebook Live, il va vous mettre l'adresse, la syntaxe exacte si vous souhaitez m'envoyer un email. Et ça me permet de remercier Adrien qui, en ce samedi matin, nous permet de faire ce Facebook Live, puisque c'est Adrien qui me dépose vos questions à côté sur l'ordinateur, car là, sur l'écran, les questions passent trop vite et je n'ai pas le temps de les lire. Voilà, donc il est à présent 10 heures passées de 3 minutes, et voilà un petit peu les sujets que je vous propose d'aborder, mais posez vos questions et Adrien me les transmet et j'essaierai de vous répondre si j'ai les réponses au fur et à mesure. Je voulais donc déjà vous parler de la situation sanitaire en France, parce que cette situation a des conséquences sur vous qui êtes à l'étranger. Un mot aussi, je suis très intéressée par la situation dans vos pays, la situation sanitaire. Nous avons notamment le site qui s'appelle Covid Tracker, qui est fait par un jeune étudiant français qui donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'étranger, mais j'ai parfois des informations, quand je les recoupe, qui peuvent être discordantes entre ce que dit ce site, ce que peut dire le site Conseil aux voyageurs du Quai d'Orsay, ce que peuvent dire certains journaux. Donc je suis très intéressée, donc n'hésitez pas, là où vous êtes, à m'envoyer des informations. Ce qui est important de connaître, c'est le nombre, c'est s'agissant de la situation sanitaire elle-même, donc le nombre de personnes malades, la tension sur le service hospitalier, la proportion, la quantité de tests également qui est réalisée. Est-ce que chez vous les tests sont gratuits? Est-ce qu'ils sont payants? Est-ce qu'ils sont payants pour certains, pas pour d'autres? Ça c'est important. Quelle est la nature des tests autorisés? J'aimerais également savoir si vous avez peut-être validé dans votre pays, si votre pays a accepté de valider d'autres formes de tests. Je pense notamment aux autotests. Je surveille avec beaucoup d'attention l'arrivée de ces autotests que nous pourrions faire à la maison directement. J'ai par exemple eu l'information, pour vous qui êtes en Australie, peut-être auriez-vous la réponse. Nous avons une société en Australie qui s'appelle Elume, E2LUME, si je ne me trompe pas, qui propose un autotest avec un dispositif que vous achetez qui contient un boîtier, une forme de coton-tige. Vous faites vous-même votre prélèvement dans le nez, vous remettez le coton-tige dans le boîtier et le boîtier transmet par Bluetooth les informations qu'il recueille à votre téléphone mobile et c'est transmis aux autorités de santé et ça vous donne en 15 minutes un retour pour vous dire si le test était positif ou non. Ce genre de test a été validé aux États-Unis en décembre dernier, un peu dans l'urgence. Je sais qu'il est toujours à l'étude en France. Si vous avez eu l'information que dans votre pays, en Australie ou ailleurs, ce test a été validé, vraiment ça m'intéresse. Je voudrais vraiment, je suis en relation quotidienne avec le cabinet de notre ministre de la Santé ici et je pousse pour que ce type de test, celui-ci ou d'autres, puisse être validé. Car lorsque nous aurons des autotests, des capacités d'autotest, ça change la donne. Ça veut dire qu'à l'entrée d'une école, à l'entrée d'une université, on demande aux personnes de faire l'autotest, on a tout de suite le résultat en 15 minutes et on peut ou non laisser l'accès à une zone plus ou moins dense en population. Donc
c'est vraiment un des outils qui va nous aider à retrouver, à nous rapprocher d'une vie un petit peu plus riche socialement. Parce que c'est vraiment ce qui pèse le plus d'avoir perdu cette vie sociale, ce qui fait qu'en France, on aime tant se retrouver autour d'un verre, autour d'un café, on se fait la bise, on se serre la main. Moi, j'en suis arrivée, je ne sais pas pour vous, au point où quand dans un film un peu ancien, je vois des gens qui se saluent en se serrant la main, j'ai presque un mouvement de retrait en me disant non, il ne faut pas qu'ils le fassent. Bon, donc c'est un petit peu dommage d'en arriver là. Et j'aimerais qu'on retrouve un semblant de vie sociale. Donc les tests, l'attention sur le système hospitalier, et puis bien évidemment la partie vaccination. Le site Covid Tracker donne des informations également sur ce qui se passe à l'étranger. Voilà, j'ai appris par exemple récemment qu'au Japon, la vaccination, les autorités japonaises ont demandé aux laboratoires qui font des vaccins de refaire une partie, tout ou partie, je ne sais pas, tout ou partie des études sur une population japonaise, car eux considèrent que les études faites sur des populations autres, non japonaises, ne permettent pas de leur garantir que l'efficacité du vaccin serait la même sur une population japonaise. Donc voilà, c'est ce genre d'information qui est précieux. C'est important de prendre du recul, de voir un petit peu comment ça se passe à l'étranger, de voir s'il y a des points sur lesquels nous allons trop lentement ou d'autres sur lesquels nous allons peut-être trop vite. Mais pourquoi? C'est important et l'ouverture sur le monde, bon, nous sommes bien placés pour le savoir, combien elle est enrichissante et elle nous apprend beaucoup. Alors la situation sanitaire en France, écoutez, on a une forte tension, on a alors pour vous resituer un peu le contexte, vous vous rappelez de cette première vague au printemps 2020 qui a touché l'ensemble des pays européens, puis les États-Unis, puis le Brésil, etc. Ensuite, une accalmie sur l'été et une remontée forte qui nous a obligés, qui a fait que le gouvernement français a décidé en octobre de confiner à nouveau à partir de fin octobre et à peu près tout le mois de novembre. Ce que d'autres pays autour de nous n'ont pas fait. Et je ne veux porter aucun jugement car chacun le fait en fonction de sa situation sanitaire. C'est déjà bien assez compliqué. J'observe simplement que nous avons fait ce choix à ce moment-là. Et clairement, je vais vous dire, je l'avais dit d'ailleurs, l'objectif était de sauver les fêtes. Qu'on puisse passer Noël notamment et puis ensuite le Nouvel An en groupe, en famille. Ce qui a été fait. La bonne nouvelle, c'est que 2 semaines et 3 semaines après Noël et ensuite 2 semaines et 3 semaines après le Nouvel An, nous n'avons pas vu de flambée épidémique comme en revanche d'autres pays qui n'avaient pas choisi de protéger ces fêtes-là l'ont vu. Je pense notamment à la Grande-Bretagne qui, elle, a vu simultanément, pour son malheur, à la fois l'arrivée d'un nouveau variant et la décision de ne pas protéger les fêtes, qui fait que du coup, là, les Britanniques se sont beaucoup regroupés, notamment familialement, pour les fêtes. Donc, nous avons pu avoir une efficacité des mesures que nous avions prises en novembre, le confinement de novembre, notre deuxième confinement. Aujourd'hui, on en est où? On voit qu'on a réussi avec ce deuxième confinement à baisser les chiffres, c'était le cas notamment au moment des fêtes, mais on est arrivé à un plateau, ça se tasse et on est en butée. On n'arrive plus à diminuer la circulation, l'intensité de la circulation du virus. Donc ce plateau en plus, non seulement au début c'était un plateau, mais maintenant c'est un faux plat. C'est un plateau qui monte, doucement, mais il monte. Alors on a une tension sur nos services hospitaliers, les réanimations ça reste acceptable, mais dans la population générale, on voit bien la circulation qui augmente. J'ai rencontré il y a quelques jours l'urgentiste Patrick Pelou qui travaille notamment à l'Hôtel-Dieu à Paris. Il m'a dit pour la première fois cette semaine qu'il a vu arriver aux urgences une proportion de cas Covid positif qui était très supérieur à ce qu'il connaissait les jours et les semaines précédents, donc il est extrêmement inquiet. Tout ça avec ce variant qui est apparu en Grande-Bretagne, qui est un variant beaucoup plus contagieux, qui ne fait pas consensus sur sa dangerosité. On sait qu'hier Boris Johnson a dit qu'il était plus dangereux, qu'il engendrait une plus grande mortalité. Les scientifiques, pour le moment, dans le monde entier, pas seulement en France, ne s'accordent pas encore sur ce point. C'est toujours pareil, il faut collecter des données pendant suffisamment de temps et suffisamment importantes pour pouvoir tirer des conclusions. On ne fait pas d'études au doigt mouillé et selon le vent qui tourne. Bon, donc, on a une observation. Qu'est-ce qu'on fait en France pour ça? On a mis en place des centres. Alors, il faut savoir que ce variant anglais, sur les tests dits PCR, si vous voulez, le test PCR, il repère 3 points sur le virus. Et quand les 3 points s'allument simultanément, on a un test qui est positif. Dans le cas du variant anglais, au lieu d'avoir 3 points qui s'allument, on en a 2.
Alors ça, c'est 30% des tests, du réactif de test disponible en circulation, qui permet d'avoir 2 lumières allumées au lieu de 3, et qui permet de dire, ah, ça risque très probablement d'être un variant anglais, et à ce moment-là, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Le prélèvement est immédiatement envoyé en génomique pour vraiment étudier le génome et confirmer que c'est bien un variant anglais, première chose. Et deuxième chose, simultanément, il y a toute une procédure très, très active, très réactive de l'assurance maladie qui va immédiatement au contact de cette personne, qui lui demande tout de suite ses contacts pour tous les isoler, et on essaye au plus vite possible, là il y a des moyens énormes qui sont déployés pour que cette personne qui porte un variant probablement britannique soit immédiatement isolée et ne diffuse pas plus que ça le virus. En sachant que ce variant, comme les autres d'ailleurs, se diffusera de toute façon. On sait qu'en mars, comme c'est le cas en Grande-Bretagne où il est prépondérant maintenant, il sera prépondérant en France comme dans d'autres pays. C'est inéluctable, c'est l'écologie normale de l'évolution de tous les virus. On le voit par exemple pour la grippe. Vous avez tous les ans un nouveau variant qui apparaît et qui devient prédominant pour la saison suivante. Donc c'est normal. Ce qu'on veut simplement, c'est ralentir cette propagation de façon à avoir le temps de vacciner ceux qui pourraient faire des formes graves et remplir nos hôpitaux, remplir nos réanimations et mettre en tension notre système de santé. D'où le fait, et ça me permet d'en venir à la vaccination, qu'en France, nous avons fait le choix de vacciner en premier ceux qui, lorsqu'ils l'attrapent, sont amenés à être soignés à l'hôpital et éventuellement soit à faire une forme grave, soit surtout à en mourir. Donc c'est vraiment ça. Donc si on arrive à vacciner très rapidement ces personnes-là en premier, on les protège et donc on soulage la tension sur le système de santé. Alors ça me permet de vous dire qu'en termes de vaccination, aujourd'hui, la France est arrivée, aujourd'hui donc samedi matin, nous avons vacciné très précisément 963 139 personnes, parmi lesquelles, alors j'ai pas les chiffres, le détail précis par catégorie, mais en tout cas, avant-hier, nous avions près de 200 000 personnes en EHPAD, donc des très âgés, qui étaient vaccinés. Le reste, c'était du personnel soignant, des personnels à risque, parce que le personnel soignant de plus de 50 ans est vacciné, des personnes à risque en dehors des EHPAD, les personnels des EHPAD, puisque vous l'avez entendu dire, pour les premiers vaccins disponibles, je prends le Pfizer, c'est un flacon qui permet de faire 5-6 doses, le Moderna, c'est 10 doses, et donc quand on vaccine 10 personnes d'un coup, dans un cas, ou 6 personnes d'un coup de l'autre. Il faut les avoir sous la main. Quand une circonstance, vous aviez prévu de vacciner 5 personnes en EHPAD et qu'il y en a une des 5 qui se retrouve ne pas pouvoir être vaccinée, avoir une maladie intercurrente et on ne peut pas la vacciner le jour prévu, eh bien la dose qui reste, on ne la jette pas, on la propose immédiatement à un personnel administratif ou soignant de l'EHPAD. D'où ce chiffre extrêmement important qui va bien au-delà des seules personnes en EHPAD. Donc tout ça pour dire que nous avons un système qui a été critiqué, mais enfin qui fonctionne et qui fait qu'on est réactif et on peut aller au minimum de gaspillage de ces doses, de ces précieuses doses de vaccins. Aujourd'hui, en termes de nombre de doses réceptionnées, nous avons 2 035 000 doses de ces 2 vaccins réceptionnés sur le territoire français. Ceci me permet d'en venir au sujet qui est: qu'en est-il de la vaccination pour vous qui êtes Français résidant hors de France? Alors, je prends d'abord connaissance des questions qui sont tombées. Alors, Edouard qui dit: au Royaume-Uni, il est possible de demander un test PCR depuis l'application NHS et le test Covid est envoyé à domicile en 24 heures, puis renvoyé en envoi prioritaire et les résultats sont envoyés par SMS en 24 heures, c'est évidemment gratuit. Ah, alors, Edouard, au Royaume-Uni, j'avais une notion que c'était uniquement pour les personnes qui présentent des symptômes que c'est gratuit, ou les cas contacts, et que tous les autres doivent payer, et qu'en plus, en fonction de la vitesse à laquelle on veut le résultat, le prix est plus ou moins élevé. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Thierry qui nous dit concernant la vaccination, comment y avoir accès de nos pays dont beaucoup ne prennent et ne prendront pas en compte les étrangers? On entend beaucoup de choses, mais rien d'officiel. Bon, alors, je vais lire l'autre question de Thierry, puis c'est justement ce que je veux aborder avec vous. Pour les tests PCR, nous dit également Thierry, aux Philippines, pour sortir ou rentrer avant les interdictions de voyage en cours, ils sont payants entre 3 500 et 7 000 pesos en moyenne, ce qui fait 75 à 150 US dollars. Eh bien, dis donc, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère.
José qui nous dit, l'État veut combien encore de morts? Il faut fermer tout. Je vais vous en parler. Boalem qui nous dit, bonjour madame, un nouveau confinement, et si oui, combien de temps? Edouard qui confirme, oui, seulement 6 symptômes. D'accord, donc pour le test PCR accessible en Grande-Bretagne, il est gratuit, envoyé sous 24 heures pour les personnes qui ont des symptômes, et pour les autres, il faut payer. La France n'a donc pas fait ce choix. On a fait le choix, nous, de le rendre accessible gratuitement à absolument tout le monde, même d'ailleurs un étranger de passage. Je peux même vous dire qu'il y a un centre de dépistage PCR en zone internationale de transit à Roissy pour les passagers qui sont en transit. Il y a d'ailleurs tout un groupe de voyageurs chinois qui rentraient, je crois, du Pérou en transit à Paris avant de repartir pour Shanghai, et ils ont été testés par test PCR gratuitement en zone de transit internationale. C'est un choix que nous faisons et on voit qu'on a raison de le faire, puisque quand vous êtes possiblement cas contact, eh bien on voit bien que si le test était à ce moment-là payant, il y a des gens qui n'iraient pas se faire tester et qui peut-être ne s'isoleraient pas. Or, la clé de la lutte contre cette diffusion, propagation virale, c'est bien l'isolement. À partir du moment où on a un doute, une possibilité d'avoir été contaminé, il faut pouvoir s'isoler. Il faut également pouvoir se tester, donc savoir qu'on est porteur du virus, parce que quand même beaucoup sont asymptomatiques. Et puis là aussi, s'assurer que l'employeur accepte qu'on s'absente. Nous, on a pour le moment supprimé le délai de carence et on a également la possibilité de se signaler soi-même directement sur le site de l'assurance maladie pour recevoir un arrêt maladie. Ça fonctionne bien et a priori, les informations que j'ai eues hier matin du ministère de la Santé montrent qu'il n'y a pas d'abus sur l'utilisation de cette possibilité d'avoir accès soi-même à l'arrêt maladie, tant mieux. Mais je sais qu'il y a pour le moment également, par témoignage recueilli, des personnes qui n'osent pas le dire à leur employeur. Il va donc falloir également travailler sur cet aspect-là. Alors, pour revenir à la vaccination pour nous à l'étranger. Alors, pour nous à l'étranger, j'ai eu une réunion cette semaine encore avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, qui a réuni l'ensemble des parlementaires qui représentent les Français à l'étranger, députés et sénateurs, pour parler de cette vaccination à l'étranger. Donc on a plusieurs cas de figure. On va prendre l'exemple de l'Europe d'abord, au sein de laquelle la plupart des pays européens proposent la vaccination, peu importe la nationalité, et gratuitement à tout le monde. Pratiquement, je crois que c'est pratiquement tous les pays européens qui le font. Donc là, nous, Français, nous savons que dans ces pays-là, nous pourrons être vaccinés à pas de sujet. En dehors de l'Union européenne, il y a des pays qui vont faire la même chose. Je prends l'exemple de Singapour. Singapour a décidé de vacciner l'ensemble des personnes qui sont sur son territoire, qui y résident, citoyens, résidents permanents, titres de séjour, je vais le dire en anglais, Employment Pass, pardon. Toutes ces personnes-là auront accès gratuitement à la vaccination selon un calendrier que définissent les autorités singapouriennes et sans avoir le choix d'ailleurs du vaccin. Le vaccin vous sera proposé, on ne va pas pinailler en disant je veux celui-ci plutôt que celui-là. D'ailleurs c'est la même chose en France, vous proposez 2 vaccins, on ne vous demande pas lequel vous voulez, là c'est celui-ci qui vous est offert pour le moment, ce sont les deux mêmes avec les deux mêmes technologies. Donc ça, il y a des pays qui font cela. Il y a effectivement des pays dans lesquels la vaccination ou bien n'est pas à l'ordre du jour, je pense par exemple au Japon, ça m'a été dit, parce qu'elle n'est pas disponible encore, ou bien elle ne sera pas accessible aux étrangers. Je sais par exemple, c'est le cas du Koweït. Le Koweït a décidé de vacciner uniquement les Koweïtis et pas les étrangers sur son territoire. Donc le ministère a demandé d'abord à tous nos postes de lui faire un retour sur c'est quoi la stratégie vaccinale dans votre pays. Comment l'envisage-t-il? Est-ce que c'est accessible à nos ressortissants? Ces données sont hautement diplomatiques puisque nous, la France, je vais vous dire un petit peu comment on va procéder. Je vais vous le dire juste après. Donc, le ministre a donné pour instruction à nos consulats de réunir le conseil consulaire dans lequel se trouvent vos élus, les conseillers des Français à l'étranger, pour leur faire un compte-rendu de ce que sera la stratégie vaccinale du pays où vous vous trouvez, de façon à ce que vous ayez les informations. Mais vous voyez bien que sur ces informations, il faut être prudent. Chaque pays peut à tout moment modifier sa stratégie vaccinale en fonction de la situation épidémique ou bien en fonction de la disponibilité des vaccins. Est-ce qu'ils vont arriver ou pas? Nous venons d'apprendre ces jours-ci que le laboratoire AstraZeneca, sur lequel nous comptons énormément pour la poursuite de la campagne de vaccination, eh bien le laboratoire a annoncé qu'il n'allait pas pouvoir assurer les précommandes qui lui avaient été faites et qu'il aura parce qu'il a une baisse de production de 60%. Donc,
ce qui arrive à AstraZeneca a des conséquences partout dans le monde entier, y compris dans les pays dans lesquels vous êtes. Donc, réunion du conseil consulaire pour vous dire, et ensuite ce sont vos conseillers des Français à l'étranger qui auront pour mission d'aller vers vous pour vous dire quelle est la stratégie vaccinale du pays. Alors peut-être que vous la connaissez par la presse, par le milieu professionnel dans lequel vous évoluez, mais ça permet, vous savez, parfois nos consulats peuvent avoir eu des contacts un peu privilégiés avec les autorités sur place, et s'il peut y avoir une zone de flou, du genre le pays n'a pas vraiment statué ou n'a pas dit précisément ce qu'il comptait faire vis-à-vis des étrangers, c'est justement le rôle de notre ambassadeur sur place de prendre contact avec les autorités sanitaires locales pour leur dire, dites, pouvez-vous me préciser ce que vous comptez faire pour les étrangers, notamment je pense à ma communauté française. Donc vous aurez déjà cette information. En fonction de cette information, que va faire le gouvernement français? Dans les pays dans lesquels c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de sujet, vous serez vacciné par les autorités locales. Gratuitement, j'entends. Quand la stratégie est celle de Singapour, vaccination pour tous, y compris les étrangers, gratuite. Deuxième situation, vaccination accessible à tous, y compris pour les étrangers, mais payante. Et là, il y a toutes les gammes de prix possibles. Et là, nous avons, les autorités françaises ont décidé que tous les Français qui seraient dans une situation sociale ou économique difficile, notamment je pense aux personnes qui bénéficient d'une aide sociale de l'ambassade, qui bénéficient peut-être d'une bourse scolaire pour les enfants, toutes ces personnes-là, les autorités françaises feront le nécessaire pour que le prix de cette vaccination soit pris en charge par la France, pour qu'ils puissent être également vaccinés dans ce pays où la vaccination serait payante pour eux. Et ceci en respectant le calendrier du pays localement, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas accélérer, dire au pays, écoutez, là vous commencez à vacciner seulement telle tranche de la population, mais là moi j'ai une personne, je voudrais qu'elle soit vaccinée maintenant. Ça non, on respecte le calendrier local. Alors là, permettez-moi une petite seconde de prendre ma casquette de médecin. Une campagne vaccinale se construit en fonction de la situation sanitaire locale du pays. Donc il est tout à fait normal que des pays choisissent une stratégie qui n'est peut-être pas la nôtre. Je pense par exemple en termes de population prioritaire. J'ai cru comprendre, si vous pouvez me le confirmer, si certains sont en Indonésie. En Indonésie, après les informations que j'ai, ils ont décidé de vacciner en premier les 18-55 ans ou 59 ans, je crois, en premier. Donc plutôt une population jeune, qui n'est pas soumise à des formes graves. Je ne me rappelle plus quel est le vaccin qu'ils vont utiliser pour cela. Peut-être que le vaccin justifie cela. Je sais que par exemple, aujourd'hui, les 2 vaccins que nous avons en France, le Pfizer et le Moderna, sont des vaccins qui ont une efficacité démontrée sur la réduction des formes graves et la réduction, pas de la mortalité, mais en tout cas des formes graves chez les personnes âgées. Je sais que le vaccin Astra qui arrive, lui, a une efficacité pas forcément démontré sur cette population-là, et du coup, c'est un vaccin qui peut-être changerait de cible prioritaire et serait plutôt sur une population jeune. Ça n'est pas encore confirmé, l'Agence européenne du médicament donnera son verdict le 29 janvier. Donc, et les autorités américaines encore un peu plus tard sur ce vaccin-là. Donc, voilà, il faut s'adapter à la situation, à ce que propose le vaccin et à la situation locale épidémique. Troisième situation, donc j'ai pas de la première, vaccin gratuit pour tous. Deuxième, vaccin payant pour les étrangers. Troisième situation, pas de vaccin. Pas de vaccin, ni pour les locaux, ni pour les étrangers, il n'y a pas de vaccin. Alors, le vaccin qui serait disponible dans le pays, mais totalement inaccessible aux étrangers, même en payant. Ça, c'est le cas du Koweït. Là, la question que se posent les autorités françaises, c'est est-ce que nous pouvons ou pas envoyer des doses de vaccination pour vacciner la population et selon quelle méthode? Alors, ceci est envisagé par nos autorités françaises, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir arriver à une solution. Pourquoi? Parce que tout ne dépend pas de nous, la France. Il faut que le vaccin, d'abord il faut repérer quelle dose de vaccin serait disponible, et donc le gouvernement français s'oriente vers une solution où nous allons essayer de trouver des centres de production qui se trouvent proches des pays où vous êtes. Plutôt que d'envoyer un vaccin de l'autre bout du monde, l'idée sera donc d'aller chercher une zone, une usine de production proche de là où vous êtes et de négocier avec elle, si c'est possible, en direct, que le gouvernement français achète des doses de vaccins pour les donner à sa population là où elle se trouve. Donc ça, c'est une première piste. Ensuite, il faut que ce vaccin
soit autorisé dans le pays où vous êtes. C'est un produit de santé, c'est un produit pharmaceutique. On ne peut pas importer comme ça n'importe comment un vaccin, un produit de santé, sans que les autorités sanitaires locales l'aient validé. Ensuite, il faut que quelqu'un puisse l'injecter. Il y a une responsabilité médicale. S'il se passe un accident au moment de l'injection, c'est très rare, mais enfin ça pourrait arriver. Il faut que tout ceci soit organisé. Donc, il faut qu'il y ait un médecin qui aura pu faire la pré-consultation et recueillir le consentement et s'assurer que la personne n'a pas de contre-indication à la vaccination, et puis ensuite fasse l'injection. Et ça, tout ça, ça passe aussi par les autorités locales, car en tout cas dans la 11e circonscription, contrairement à d'autres circonscriptions, mais en tout cas dans la nôtre, il y a extrêmement peu, je ne crois pas à ma connaissance, qu'il y ait de médecins d'ambassade, au sens médecin agréé, qui peut prescrire des médicaments et être donc assermenté par les autorités locales et prescrire et donc des médicaments et injecter en l'occurrence un vaccin. Il y en a extrêmement peu, on en a quelques-uns, mais c'est très très peu dans notre 11e circonscription. Donc là où on n'en a pas dans l'immense majorité des pays de la circonscription, nous n'avons pas de médecins sur place pour pouvoir être agréés, assermentés par les autorités et faire une injection, une prescription puis une injection de vaccin. Il va falloir s'entendre avec les autorités locales. Donc tout ceci passe par notre poste qui négocie. Tout ça en respectant le calendrier. Donc vous voyez que le gouvernement français est très à l'écoute, fait très attention, l'objectif étant clairement que notre population française, où qu'elle se trouve en France, en Outre-mer, à l'étranger, puisse avoir un accès à la vaccination. Donc ça demande une sacrée organisation, de la diplomatie, de la logistique, des moyens financiers. La France les mettra, les moyens financiers. Le financement ne sera pas une butée. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous voyez que tout ça va prendre du temps. Combien de temps, je ne saurais pas vous le dire, parce que de toute façon, ça dépend de chaque pays dans lequel vous vous trouvez. Mais vous voyez que vraiment l'objectif est vraiment de pouvoir vous vacciner. Alors, je reprends maintenant les messages. Alors, donc, si vous avez d'autres questions sur la vaccination, postez-les, je vais les prendre. Je vais d'abord répondre aux autres questions qui m'ont été posées tout à l'heure. José qui disait, l'État veut combien de morts, il faut fermer tout. Alors José, voilà ce que je veux répondre à ça. Sur le plan strictement médical, sur le plan strictement sanitaire, vous avez raison, la circulation intense du virus, en France notamment, fait dire, ah ben là, il n'y a pas d'autre solution, il faut arrêter la circulation, il faut tout fermer. Sauf que, quand on ferme tout, et on l'a vu avec la première vague, on a des conséquences sociales en termes de dépression, de maladies qu'on ne soigne pas pendant ce temps-là, puisque les gens ne se font plus dépister, restent chez eux, parce qu'on leur demande de rester chez eux. En termes de conséquences économiques, on a des entreprises qui se ferment, qui se cassent la figure, et en termes de perte d'emploi. Ça signifie que là, le fait de tout fermer fait mourir également. Ça entraîne également des morts. Il n'y a pas que la maladie qui fait mourir. Il y a aussi les conséquences du confinement. Le confinement a des conséquences en termes de mortalité. Donc, il n'est pas facile de trancher entre les deux. Ce qu'on a prouvé aujourd'hui, et ça a été prouvé dans le monde entier, l'OMS même l'a souligné, fermer les écoles n'est pas une solution. C'est vrai que les enfants portent le virus, c'est vrai qu'ils peuvent le transmettre plutôt au sein de leur classe d'âge. D'ailleurs, ça a été démontré dans une très grande étude sur plus de 500 000 personnes faite en Inde. C'est vrai que les enfants peuvent transmettre, mais peu vers leurs parents. C'est plutôt en général leurs parents qui transmettent vers leurs enfants plutôt que l'inverse, contrairement à la grippe. Et donc, il faut laisser les écoles ouvertes, car quand on ferme les écoles, on ne peut plus travailler. Et là, pour avoir l'exemple, j'ai un de mes collaborateurs qui se trouve aux Pays-Bas et qui a fermé toutes ses écoles et ses garderies. Enfin, 2 parents en télétravail à la maison avec 2 enfants qui ne vont plus à l'école, qui ne vont plus à la garderie, ça ne marche pas. On ne peut pas télétravailler. Donc, la fermeture des écoles n'est pas une solution. La fermeture de tout n'est pas une solution. La fermeture des écoles n'est pas une solution. Pour le reste, il faut voir comment on peut réduire encore les brassages, et tout passe par, pour moi, dans l'analyse que je fais de l'expérience de l'année passée et de ce qui est fait dans d'autres pays, notamment dans notre circonscription, nous voyons bien, nous avons tous vu combien l'isolement est la clé, l'une des clés essentielles de la lutte contre la propagation virale. Ça veut dire que, et je peux vous dire que le message passe pas très bien, est mal compris. J'ai vu des jeunes me dire, ah oui, non mais attendez, que dis-je? Je vous dis des jeunes, mais je devrais vous donner les exemples des députés. Les députés, ça c'était en septembre dernier, avec leur application mobile qui leur signalait qu'ils avaient été cas contact.
Ils en avaient ras-le-bol d'avoir été cas contact. Et du coup, ils avaient désactivé l'application en disant non, non, moi j'en ai assez d'être toujours cas contact et de m'isoler. Là, au moins, ceux-là avaient compris l'isolement. Mais pour d'autres, comprendre que j'ai été cas contact et donc la première chose à faire, c'est de m'isoler. J'ai vu des gens me dire bon, bah alors pour m'isoler, attends, faut d'abord que j'aille faire mes courses pour avoir de quoi manger. Et puis non, je ne vais pas m'isoler ici, je vais m'isoler là-bas à la campagne, donc je vais prendre le train pour y aller. Voilà, donc il y a une compréhension très à géométrie variable de ce qu'est l'isolement et de son importance. Donc il est important que cet isolement soit bien compris, c'est la clé de la réussite. Donc pour répondre à José, on ne peut pas tout fermer, ça n'est pas possible, mais il y a des choses qu'il faut fermer, il y a des comportements qu'il faut vraiment modifier. Les gestes barrières en France, le masque, le lavage des mains, ça fonctionne bien. J'ai un petit doute sur le lavage du masque, sur la qualité du masque. On dit bien qu'un masque chirurgical, c'est 4 heures, c'est pas 5-6 heures. Donc j'ai un petit doute sur le bon usage du masque. Enfin, on n'en est pas à faire des campagnes sur le bon usage. Le lavage des mains, vous voyez par exemple dans les magasins en France, en tout début de l'épidémie, quand on a déconfiné, c'était en 11 mai, vous ne pouviez pas rentrer dans un magasin sans qu'on vous oblige à passer les mains au gel hydroalcoolique. Ça a disparu. Il y a des magasins, je vais vous donner l'exemple d'un centre commercial, un petit centre commercial d'une vingtaine de magasins près de chez moi, des tout petits magasins. Ils ont mis un panneau à l'entrée qui dit, avec un horrible jeu de mots, « jaugez par vous-même ». Donc il y a une jauge qui n'est pas respectée. Les magasins, il y a certains magasins qui respectent la jauge, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Je pense notamment, j'ai observé tous les magasins qui sont des franchises, qui leur serrent les boulons pour avoir le moins de dépenses possible, qui mettent que 2 vendeurs. Et ben à 2 vendeurs, on ne fait pas observer une jauge, ça ne marche pas. Dans un petit magasin, je ne sais pas quoi, de lingerie, de parfum, de je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. J'ai vu des cabinets je sais pas, là où on fait les ongles, les machins comme ça, où certes ils ont mis des espèces de panneaux en plexiglas, mais dans la boutique, ce sont des tout petits machins, c'est tout petit ces trucs-là. Ils ont rempli tous leurs fauteuils et la jauge de 8 personnes au mètre carré n'est absolument pas respectée. Donc là, il y a quand même des soucis et ça serait quand même dommage d'en arriver à devoir tout fermer parce que certains ne respectent pas. Il en faut aujourd'hui, avec ce nouveau variant anglais, il faut peu de personnes qui ne respectent pas pour que ça puisse envenimer la situation. Alors ensuite, la Corée nous dit Antoine annonce prendre en charge les vaccins pour tous, étrangers vivant sur le sol coréen aussi. Le Japon annoncera son plan la semaine prochaine. Merci Antoine de ces infos, je note avec intérêt. Sébastien qui nous dit sur la tenue du conseil consulaire stratégie locale de vaccination, une date limite a-t-elle été fixée? En Australie, le vaccin privilégié dans le programme de vaccination à venir est celui d'AstraZeneca. Je vous souhaite que l'Australie puisse l'avoir puisque AstraZeneca a quand même annoncé 60% de réduction de son débit de production. Donc ça, c'est pas gagné cette affaire. Alors, la tenue du conseil consulaire, je n'ai pas notion qu'on nous ait donné une date limite, mais je me renseignerai pour savoir, c'est une bonne question, savoir si une date limite a été fixée. Boilem qui nous dit « Je dois intervenir professionnellement, mon partenaire algérien me demande d'intervenir avant la fin du mois. Pensez-vous que je puisse revenir? J'ai la hantise que les frontières financement françaises se referment entre-temps. » Ça, c'est une bonne question. Je vais répondre tout de suite. Les frontières. Ce qui a été décidé, la Boilem, il faut être très clair. Les frontières sont désormais totalement fermées. Totalement fermées. Et ne peuvent traverser les frontières hors Union européenne que les voyages dits essentiels, donc les ressortissants français. Donc si vous êtes français, il n'y a pas de problème, vous pourrez revenir, en présentant un test PCR à l'embarquement. Donc normalement, nos consulats ont assuré le ministère de la Santé qui a pris cette décision en centre interministériel de crise que tous les pays, à l'exception de quelques-uns, pouvaient accorder un test PCR en moins de 24 heures. Je parle de hors Union européenne. Donc ne peuvent être faits que les voyages dits essentiels. Donc les Français et quelques essentiels dont la liste est sur l'attestation. Elle n'a pas beaucoup changé cette liste. Il y a des personnels soignants, il y a des marins, il y a je ne me rappelle plus de la liste exacte, mais enfin il y a quelques personnels essentiels. Pour le reste, oui, les frontières sont vraiment fermées. D'ailleurs, j'ai eu le retour d'information, c'est que le trafic aérien, qui n'était déjà que de 20% par rapport à avant la crise, va encore se réduire. Donc moi je serais prudente, pour moi le franchissement des frontières va devenir de plus en plus compliqué.
Alors, chacun doit être responsable, mais oui, Irène, je suis bien d'accord, mais il faut arrêter de nous priver de notre liberté. C'est une vraie question, Irène. Hein. On se rend bien compte, et si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on fait en France? On prive de liberté avec les couvre-feux en ce moment beaucoup de gens, l'ensemble d'une population, alors qu'on se dit, ce qui serait mieux, c'est de priver de liberté les seuls cas positifs et les seuls cas contacts, avec un isolement très strict, et ça serait quand même, en termes de privation de liberté, plus juste. Sauf que lorsque nous avons voulu mettre en place un isolement contraint, obligatoire, le Conseil constitutionnel nous a dit non. Là, vous savez, la protection de la liberté individuelle en France est un totem auquel on ne touche pas facilement. Et donc le Conseil constitutionnel a dit « Ok, vous voulez rendre l'isolement obligatoire. Alors en ce cas-là, c'est sous l'autorité d'un juge. » C'est-à-dire que pour chaque isolement obligatoire, il fallait, avant de le mettre en œuvre, demander l'autorisation du juge. C'est impossible. Matériellement, c'est impossible. Quand on a 20 000 cas par jour détectés positifs tous les jours en ce moment, les juges n'ont pas la possibilité d'être sollicités 20 000 fois pour donner leur avis à chaque fois. Ça n'est pas possible. Donc voilà, nous butons sur un droit constitutionnel fondamental. Je crois que nous ne sommes pas le seul pays dans ce cas-là. Il me semble que le Japon, s'il y a quelqu'un au Japon qui peut nous répondre sur ce sujet, je crois que le Japon également, me semble-t-il, ne peut pas forcément faire de choses contraintes, obligatoires comme ça. Bon, à vérifier. Je crois que d'ailleurs c'est pour ça, me semble-t-il, que le Japon n'a pas pu procéder à un mécanisme de confinement. Mais je serais ravie d'avoir vos retours, je voudrais être sûre d'avoir bien compris ce qui s'y passait. Donc voilà, moi j'aimerais aussi, comme vous Irène, que chacun soit responsable, mais je vois bien que c'est compliqué, pas seulement pour des questions individuelles, je vous l'ai signalé tout à l'heure, c'est par exemple la personne qui apprend, elle est sûre, elle a été signalée par l'application Tous Anti-Covid qu'elle est cas contact, et à ce moment-là, dans son entreprise, je peux vous dire qu'il y a des entreprises, là, au moment de la reprise en septembre, qui avaient dit « Moi, je ne veux pas entendre parler du télétravail », alors que la ministre du Travail leur a demandé de conserver au moins 20% de télétravail. Il y a des entreprises, et j'ai des personnes de mon entourage qui m'ont confirmé, des entreprises ont dit « Non, je ne veux pas mettre mon personnel en télétravail ». Du coup, la personne qui se retrouve à être cas contact, il y a un certain nombre de Français qui disent « Attendez, non, moi je n'appelle pas mon employeur pour leur dire que je suis cas contact, il va me refuser le télétravail, il va peut-être même me refuser l'arrêt maladie, donc je ne dis rien et je continue à aller travailler. » Donc vous voyez qu'il n'y a pas que la responsabilité individuelle, il y a plus que ça, il faut vraiment avoir en tout cas moi c'est ce que j'ai dit encore hier dans une réunion avec le cabinet du Premier ministre et le cabinet du ministère de la Santé, leur dire « Mais moi, je vous recommande d'envisager une grande campagne de communication, une double campagne, auprès des entreprises, pour leur expliquer pourquoi l'isolement est tellement important et qu'elles ne doivent pas tergiverser, elles ne doivent pas hésiter une seule seconde. Si elles ont un de leurs employés qui leur dit « je suis positif », sans symptômes, je vais bien, mais je suis positif, ou je suis cas contact, il faut que l'entreprise fasse tout pour que cet employé puisse être mis à l'isolement pendant 7 jours. Et puis d'autre côté, une grande campagne de communication vers les citoyens pour leur expliquer, vous allez très bien, vous, comme on dit très vulgairement, vous pétez la forme, hein, mais vous êtes positif, vous devez vous isoler. Vous n'allez pas faire vos courses, vous envoyez quelqu'un le faire pour vous. Vous n'allez pas prendre le TGV pour retrouver votre moitié à Lyon, à Limoges ou que sais-je. Bon, il n'y a pas de TGV pour Limoges, c'est un mauvais exemple, peu importe. Voilà. Donc, vous restez là où vous êtes, vous restez chez vous là où vous êtes, c'est vraiment extrêmement important. Alors, ensuite j'ai une autre question sur les élections consulaires seront-elles à nouveau reportées? Là, le ministre s'est engagé, non, il n'y aura pas de report des élections consulaires. C'est certain. Et j'ai encore eu ce matin un message du cabinet du ministre de Jean-Baptiste Lemoyne. Ils ont pris à tâche avec le ministère de l'Intérieur, les deux ministres se sont directement parlé de ce sujet. Il n'est pas question de reporter les élections de nos conseillers des Français à l'étranger. Ces élections auront bien lieu les 28 et 29 mai. Enfin, nous, dans la 11e circonscription, c'est le dimanche 29 mai. Avec cette possibilité, je vous rappelle, d'abord de donner procuration. Et je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant donner procuration. Si vous êtes amené, je pense à ceux d'entre vous qui êtes en Australie et qui habitez peut-être à Brisbane ou à Perth, vous vous trouvez passé pour, peu importe la raison, à Canberra, pardon,
Canberra, on y va moins souvent. Enfin, vous pouvez le faire à Sydney. Et vous pouvez dès à présent donner une procuration de vote pour des élections qui auront lieu seulement au mois de mai. Et chacun à l'étranger a droit de prendre 2 procurations. Et puis, deuxième modalité de vote, qui sera le vote par Internet, qui est confirmé, qui fonctionnera. Il vous faut pour cela avoir un téléphone localement dans le pays qui fonctionne. Et surtout, si jamais vous deviez changer de numéro de téléphone, pensez à avertir, à mettre à jour votre fiche d'inscription au consulat pour que vous receviez le texto dont vous aurez besoin pour voter sur le bon numéro de téléphone. C'est extrêmement important. Et pensez à charger vos téléphones ce jour-là. Voilà, donc le vote par Internet, 2 procurations par personne et le vote à l'urne. Et même si dans certains pays le vote à l'urne pouvait être remis en question du fait d'une reprise épidémique, les élections auront quand même lieu parce que les 2 autres possibilités de vote permettent à chaque citoyen de remplir son devoir de citoyen, son droit de vote, d'exercer son droit de vote. Alors, Jean-Marc qui nous dit au Japon. Alors, même chose au Japon, Jean-Marc, je ne sais pas à quel moment de la conversation on en était, donc je veux bien avoir une remise en situation. Alors, je vais répondre pendant que Jean-Marc me remet le contexte. Sébastien qui dit, sur les élections consulaires, quid du rapport du comité scientifique? Très juste, le rapport devait être rendu le 23 février, mais peu importe ce que dira... Vous savez que le rapport, c'est une orientation, c'est une indication, mais on n'est pas obligé, ça ne veut pas dire que le gouvernement doit suivre à la lettre tout ce que dit le rapport du conseil scientifique. Et là, en l'occurrence, il a déjà été acté à l'intérieur et aux affaires étrangères que les élections consulaires ne seront pas reportées, quoi que dise le conseil scientifique. Il est possible que dans certains pays, en raison d'une éventuelle recrudescence épidémique, un certain nombre de bureaux de vote ne soient pas ouverts. C'est possible, mais on gardera toujours notre possibilité de vote, par Internet notamment. Alors, l'interdiction d'isoler au Japon, nous disent Jean-Marc, c'était ça, c'est bien ça. Donc, j'ai bien compris qu'au Japon également, je sais bien que c'est un peuple qui est beaucoup plus discipliné que nous. J'ai compris que pour le confinement, il n'y a pas de confinement, mais ils ont une liste de 10 conseils qu'ils doivent suivre et que pratiquement tous les Japonais respectent les 10 conseils en question. Voilà, donc c'est peut-être toute la différence. Mais enfin, écoutez, nous, on les a, le masque à l'extérieur obligatoire, on l'a dit, et c'est vraiment globalement assez bien respecté. Il y a des gens qui ne le portent pas très bien, qui le mettent un peu sous le nez. Il y a des gens dont je me demande un peu si leur masque est très conforme. Je rencontrais un médecin il y a quelques jours et qui avait un bandana autour du visage. Bon, le bandana, c'est pas du tout un masque agréé du tout. Alors, ensuite, Thierry nous dit, on nous dit que les votes en ligne ne sont pas autorisés et que c'est LREM qui s'y oppose. Vous dites, alors, attendez. Alors, très bonne remarque, Thierry. Alors, le vote en ligne est autorisé à l'étranger. Ça, c'est certain. Le vote en ligne pour les élections à l'étranger des conseillers consulaires, et en tout cas de celle de cette année, et après ça, on verra, elles avaient déjà eu lieu en ligne en 2012 pour les législatives. Oui, il n'y aura jamais de vote en ligne pour des présidentielles, ça c'est sûr. Mais pour les législatives, ça a déjà eu lieu. Donc, il y aura à nouveau, puisque vous savez que le système que nous utilisons doit être mis à jour en permanence. Donc, le système a été autorisé pour les élections consulaires du mois de mai 2021. Mais il faudra à nouveau que ce système soit réévalué par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, qui donnera à nouveau son avis en fonction des mises à jour de ce système pour voir si ce système sera ou non autorisé pour les législatives 2022. Pour ce qui est de la France, là, en revanche, ce n'est pas tout à fait juste, puisque j'ai encore eu la note hier en interne. Il y a une réflexion actuellement pour savoir si on autorise ou pas le vote en ligne dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée tout récemment. Si je ne me trompe pas, vous avez raison Thierry de dire que LREM s'est opposé à cette modalité de vote-là. J'avoue que je ne me rappelle plus la raison qui a été invoquée. En revanche, en note de fond, le mouvement, et là je parle donc des députés, LREM à l'Assemblée. À vérifier, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. En revanche, le mouvement, LREM, et là je suis certaine, j'ai la note sous les yeux,
s'est prononcé en faveur du vote en ligne à l'avenir pour que le code électoral, les modalités de vote soient modifiées et ce vote en ligne soit autorisé avec des conditions évidemment. Et je dois dire qu'en l'occurrence, ce sont justement nos référents LAREM à l'étranger qui ont beaucoup pesé dans la balance, dans ce choix qu'a fait le mouvement, donc le parti LAREM, pour que le mouvement prenne position en faveur du vote en ligne. Et parce que nous avons donc cette expérience qui nous permet de voir que c'est possible. Où était le point d'achoppement? C'est que dans un vote en ligne, vous votez chez vous sur votre téléphone mobile, par exemple, ou votre ordinateur, et la question qui est soulevée, c'est nous pourrions avoir à côté de nous quelqu'un qui nous dicte le vote à faire. Cette remarque doit interroger parce que c'est exactement la même chose pour une procuration. Dans ce cas-là, on n'autorise pas, si on a ce raisonnement-là, on doit aussi interdire les procurations. Donc, et puis on peut très bien avoir quelqu'un, je me rappelle très bien d'une circonstance de vote particulière où je tenais un bureau de vote en 2007 et j'ai vu entrer dans le bureau de vote une femme dont j'ai vu que son mari lui disait ce qu'elle devait voter. Donc même à l'urne, on peut avoir aussi une pression sur son vote. Donc cette raison n'est pas juste. Alors, je vois Thierry qui dit « Je parle bien des votes pour les Français de l'étranger ». Non Thierry, je vous confirme, le vote en ligne pour les Français à l'étranger est mis en place, il est confirmé, il est certain pour le mois de mai. Ça c'est certain. C'est pour l'élection présidentielle qui n'aura jamais lieu ni à l'étranger, ni en France d'ailleurs. Alors, Guillaume qui nous dit, on revient maintenant au vaccin. C'est impressionnant et décourageant quand on utilise le simulateur d'attente pour le vaccin. Avez-vous des nouvelles plus positives? Alors, le simulateur d'attente, je ne savais pas qu'il existait un simulateur d'attente. Je pense que vous voulez parler de la prise de rendez-vous. Donc la prise de rendez-vous pour les gens qui ont plus de 75 ans et qui ne sont pas dans un établissement de type EHPAD. Ce qui s'est passé, c'est que le ministre de la Santé savait très bien de combien de doses on disposait. Là, aujourd'hui, je vous ai dit, un peu plus de 2 millions de doses sont arrivées sur le sol français. Déjà 960 000 ont été injectées. Il en reste un peu plus d'1 million. Qu'est-ce qu'on fait de ce un peu plus d'1 million qu'on a dans des congélateurs en ce moment? Un tiers à peu près va s'en aller vers les EHPAD pour poursuivre la vaccination en EHPAD et pour assurer la deuxième injection. Parce que ça y est, on arrive au moment où on va arriver à la deuxième injection. Les autres 2 tiers sont réservés en circuit hors EHPAD, les soignants et les personnes de plus de 75 ans ou les personnes de moins de 75 ans avec des facteurs de risque qui sont donc hors établissement de santé ou de type EHPAD. Et donc là, ça passe par des centres de vaccination. Et le ministre de la Santé savait bien que compte tenu de la logistique qui fait que ces vaccins doivent rester dans un congélateur et que quand je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on ouvre une boîte de Pfizer, on doit faire 5 vaccins d'un coup. Quand on ouvre une boîte de Moderna, il en faut en faire 10 d'un coup. Donc, c'est pour ça qu'on fait des centres de vaccination. Et du fait de ces contraintes, le ministre avait très vite vu, attendez, là, il ne faut pas qu'on ait trop de centres de vaccination parce qu'on ne pourra pas démultiplier et décompacter les doses pour envoyer 3 ici, 4 là, 6 ailleurs, ça ne marchera pas. Quand il a lancé cette proposition de centre de vaccination, là, c'est les élus locaux, les maires, les départements, les régions qui mettent en place des centres de vaccination. Je tiens à préciser que le coût de ces centres de vaccination, la location de la salle éventuelle, le personnel qui va y travailler, les outils qu'on va y déployer, sont pris en charge par l'État. Ce n'est pas à la charge des communes. Et donc, beaucoup de communes se sont précipitées sur cette proposition. Normalement, c'est l'agence régionale de santé qui chapeaute tout ça, qui doit donner son autorisation. Les agences ont donné plus d'autorisation que prévu. Le ministre avait prévu au total 600 centres de vaccination. On en est à plus de 1000. Donc du coup, on n'a pas les doses pour distribuer sur 1000 centres de vaccination. Ça ne fonctionne pas. Et donc le résultat, c'est qu'il y a des centres dans lesquels on n'a pas de doses. Donc il aurait fallu ouvrir des centres en fonction des doses disponibles et pas l'inverse. Voilà. Pour vous donner un comparatif, en Allemagne, on a 400 centres de vaccination ouverts pour un territoire qui comporte 85 millions d'habitants. Alors, je reviens sur... Non, nous dit Guillaume, c'est un simulateur qui permet de calculer quand, en fonction de son âge, on pourrait se faire vacciner. Je remplis, je ne vois pas avant l'automne pour quelqu'un de 44 ans sans comorbidité. Alors, en France, les commandes fermes faites de vaccins Moderna, Pfizer, nous permettent de vacciner fin juin la cible des 15 millions qui étaient prévus. 15 millions de personnes, c'était en gros toutes les personnes fragiles ou à risque.
quel que soit l'âge. Plus des soignants. Ensuite, si on voit arriver d'autres vaccins, je pense notamment à l'Astra, au CureVac, alors ça nous fait des doses en plus et les précommandes que nous avons faites auprès de ces labos nous permettent de voir qu'on peut donc vacciner au-delà des 15 millions, donc les 50 autres, il faut que j'enlève les enfants, les environ 35 millions d'autres, et là on atteint sans problème la totalité de la population avant fin août, parmi ceux qui veulent, avant fin août. Donc à l'automne, je ne sais pas qui a fait ce simulateur, quel algorithme il utilise, mais s'il part sur la base uniquement des Pfizer et Moderna, alors oui, on est obligé d'attendre l'automne. En revanche, avec tous les autres vaccins en plus qui vont arriver, non, on n'a pas besoin d'attendre l'automne. Alors, Jean-Pierre Basta qui nous dit « Le vote en ligne n'est pas constitutionnel et une atteinte à la vie privée. Il faut une règle bien précise de protection des données et des personnes. » Alors, le vote en ligne a été vraiment examiné par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui justement examine ces questions de vie privée. L'ANSSI, sur le plan de la sécurité informatique, l'Agence nationale de sécurité informatique, et toutes ont donné leur aval pour le système là. Mais rappelez-vous, en 2017, les mêmes autorités avaient dit non au système de l'époque. Donc comme quoi ces autorités jouent leur rôle de régulateur, de contrôleur, et l'État évidemment se conforme à leurs instructions. Donc le vote en ligne, il peut être tout à fait, j'ai pas notion qu'il puisse ne pas être constitutionnel. En tout cas, ces deux autorités l'ont déclaré recevable. Et puis il a déjà eu lieu en 2012 et 2014, et à ma connaissance, le Conseil constitutionnel n'a jamais invalidé ces scrutins. Donc c'est possible de le faire. Ensuite, Thierry qui nous demande, connaissez-vous la position européenne sur le vaccin russe? Madame Merkel semble s'y intéresser au vu des probables retards de livraison d'AstraZeneca. Et au-delà du russe, le Sputnik RT, je crois qu'il s'appelle, Sputnik en tout cas, il y a aussi le Sinovac. Et il y a 2 ou 3 vaccins en Chine, il y a le Sinovac, puis il y en a 2 autres qui vont arriver en Chine. On peut se poser les mêmes questions. Je comprends que Mme Merkel puisse s'y intéresser. Moi, je trouverais raisonnable que l'agence européenne puisse au moins instruire des dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Il n'y a aucune raison qu'on n'instruise pas ces dossiers. Aucune raison qu'on prenne du retard si les dossiers sont prêts. Je ne sais pas du tout si Sputnik a un dossier d'études conforme à ce que nous exigeons comme type d'études en Occident, qui soit prêt. Donc moi, je trouverais logique que l'agence européenne instruise ce dossier et donne une éventuelle autorisation. Ensuite, une fois que l'autorisation est donnée, chaque pays est libre de le mettre sur le marché ou pas. J'espère que dans les réflexions qui sont menées, c'est vraiment les considérations de santé qui prédomineront et pas des considérations de souveraineté industrielle ou de rivalité industrielle. Franchement, quand on voit ce qui se profile avec le risque d'apparition d'un variant qui pourrait un jour résister aux vaccins mis au point, il n'y a pas de question à se poser. Je vais même vous dire, à titre personnel, je n'engage que mon nom là-dessus, je plaide pour que Moderna et Pfizer ouvrent leur vaccin et fassent tomber leur brevet pour que n'importe quel laboratoire au monde puisse fabriquer ces 2 vaccins. Franchement, pour moi, c'est une urgence sanitaire mondiale. C'est mon avis. Et donc, pour tous ces vaccins, j'avoue que, bien entendu, si je veux avoir un raisonnement strictement souverainiste, j'aime pas trop ce terme, ou industriel, je me dis, ça serait dommage qu'on vaccine avec un vaccin sur le plan strictement industriel, russe ou chinois. Enfin là, on est sur un enjeu de santé publique. Hein. Moi, la santé et la vie de mes compatriotes, elle a beaucoup plus de prix que des enjeux de souveraineté industrielle. Ça me permet de vous dire également un mot sur Sanofi. Sanofi qui utilise une méthode de vaccination, de vaccin, une technologie qui est très connue, mais qui structurellement impose que les études soient forcément plus longues. Déjà à la base, la technologie utilisée pour ce vaccin fait que les premières études phase 1 et 2 sont nécessairement plus longues. Donc déjà. Ensuite, ils ont donc annoncé, ils ont eu des mauvais résultats en début de phase 3. Alors pour vous rappeler,
pour vous remettre en perspective, quand on développe un médicament, un nouveau médicament, on a 4 phases. La phase 1, on l'étudie sur quelques dizaines de personnes. La phase 2, sur quelques centaines. La phase 3, sur quelques milliers. C'est à l'issue de cette phase 3 qu'on autorise le produit, s'il a fait ses preuves, à être commercialisé. Et la phase 4, c'est le suivi des effets secondaires possibles, qui sont ceux qui sont à très faible risque, très faible probabilité. Et du coup, ils ne peuvent apparaître que quand on en est à des centaines de milliers de personnes qui l'utilisent. Donc les effets secondaires graves ou indésirables qui seraient trop nombreux, on les voit apparaître sur la phase 3, quelques milliers. Et du coup, en général, ça conduit au fait que le produit, on arrête l'étude et il n'est jamais même mis sur le marché. Quand il a passé cette phase 3 et qu'il y a extrêmement peu d'effets secondaires et qu'il n'y a pas du tout d'effets secondaires graves, alors on peut déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc Sanofi a vu son début de phase 3 montrer des résultats qui n'étaient pas convenables. C'était pas du tout, il n'y a pas de danger, c'est juste que les résultats n'étaient pas à la hauteur, ne répondaient pas aux objectifs, à l'hypothèse qui était faite dans cette étude. Du coup, ils ont arrêté leur phase 3 et ils sont repartis au départ, et du coup, avec d'autres objectifs, du coup, ils ont dû repartir en phase 2 pour repartir en phase 3. Ils rentreront en phase 3, je crois, en juin, vers le printemps, fin du printemps, quelque chose comme ça. Du coup, ils ont pris 3 mois de retard dans la vue, d'ailleurs, comme Astra avait pris 3 mois de retard aussi pour son dossier. Astra, qui avait annoncé très tôt son vaccin, même avant Pfizer et Moderna, mais qui a pris 3 mois aussi de retard dans la vue. C'est incompressible. Moi, je trouve que c'est tout à l'honneur du laboratoire. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, mais enfin, ils l'ont dit, ils ont été transparents, ça n'a pas fonctionné, on recommence. Voilà, donc tout ça pour avoir des résultats d'efficacité, parce qu'on veut, au bout du compte, être vacciné et être protégé. Donc Sanofi, c'est pas avant la fin de l'année 2021 qu'on pourrait avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc on ne peut pas compter sur Sanofi cette année sur les doses qu'on avait commandées auprès d'eux. L'Union européenne avait précommandé 300 millions de doses chez Sanofi. Les autres vaccins, on était plutôt sur 400 millions de doses. C'était des paris, hein. Rappelez-vous, c'était en juin dernier. On n'avait aucune idée qu'un vaccin puisse être mis au point. On l'espérait. Je rappelle que le sida, on n'a toujours pas le vaccin. 1982, l'apparition de la maladie. C'est pas du tout le même virus, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il faut se rappeler que mettre au point un vaccin, ça n'a rien d'évident. Et franchement, quand l'épidémie est apparue, comme c'était un virus, on sait que pour lutter contre un virus, la vaccination, c'est l'une des clés. On en a parlé très tôt, mais tout de suite, on a dit « Oula, attention, avant qu'on puisse en mettre un au point, entre la durée des études, la technologie qu'il faut trouver, puis les durées des études, beaucoup disaient pas avant de fin 2021-2022. Et finalement, on a eu les premiers vaccins fin 2020. C'est une prouesse technologique et industrielle derrière. Alors, en Belgique, nous dit Jean-Pierre, on parle bien que les vaccins sont bien à 2 vitesses. L'Afrique n'aura pas la possibilité de vacciner tout le monde. Or, il est bien impératif que le monde entier soit protégé. Alors, c'est un point très juste, Jean-Pierre. Il faut savoir que dans les commandes, les précommandes que l'Union européenne a faites, 20% de ces précommandes sont destinées aux pays qui n'ont pas les moyens d'acheter des vaccins. Et le mécanisme est mis en œuvre. Donc, c'est mis en œuvre. L'inquiétude que nous avons aujourd'hui, c'est qu'avec les nouveaux variants, notamment je pense à celui qui est apparu en Afrique du Sud, jusqu'à présent, l'Afrique était relativement épargnée par rapport à nos pays à nous. Pas simple de comprendre les raisons, probablement pour une partie de l'Afrique, le climat peut y contribuer, et le mode de vie, et la jeunesse de la population. Mais j'ai quelqu'un qui est allé récemment au Cameroun, qui m'a bien dit que dans la population des personnes âgées du Cameroun, c'était quand même, il y avait une épidémie qui était bien présente et qu'on sentait. Donc 20% des vaccins sont destinés à ces pays-là. Et l'OMS a rappelé récemment l'importance, elle a secoué les pays occidentaux qui sont en train de vacciner larga manu, en les rappelant à leurs obligations de fournir des vaccins pour ces pays-là. Et cette déclaration de l'OMS, on a également Charles Michel, le président du Conseil européen, qui dans une déclaration jeudi, avant-hier, a rappelé également cette exigence, et l'Europe tient sa promesse, mais 20% de ses commandes les destinent aux pays qui n'en ont pas les moyens, notamment les pays africains. Donc ça, c'est fait. Ça ne veut pas dire que ça va se faire vite, mais en tout cas, c'est fait, il y a bien un mécanisme qui est fait. Mais vous savez, la stratégie vaccinale du monde entier,
pour moi, avec un regard de médecin, ça prendra mais au moins 2 ans entre les contraintes du rythme de production, les contraintes financières, la progression de l'épidémie, et j'espère que pendant ce temps-là, j'espère vivement qu'on n'aura pas un variant résistant à ces vaccins que nous sommes en train de faire. La bonne nouvelle, parce qu'il ne faut pas être que sur du pessimiste, c'est que la technologie dite ARN des vaccins qui sont sur le marché aujourd'hui, cette technologie-là, semble-t-il, permet, on l'a bien vu dans cette première phase, si on devait avoir un nouveau variant résistant à cela, ils savent, nous ont-ils dit ces 2 laboratoires, repréparer un nouveau vaccin adapté, toujours avec la même technologie, à ce nouveau variant, rapidement, ils sauront faire. Donc on voit bien qu'ils ont mis à peu près 6 mois pour mettre au point ces 2 vaccins. On peut espérer que ça serait à nouveau 6 mois avec un nouveau variant. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils sont déjà en train de chercher sur le variant, c'est une supposition personnelle. Enfin, quand on est laboratoire et que derrière, on a des enjeux notamment financiers, je ne peux pas croire qu'il n'est pas quelque part une équipe qui essaye déjà de voir comment faire pour avoir un vaccin qui fonctionne sur, par exemple, un variant sud-africain. Alors, il est 11h passé de 2 minutes. Alors, Boelem, concernant ma question sur les déplacements hors Union européenne, vous m'annoncez que les transports aériens vont se restreindre de plus en plus, absolument. Je suis dirigeant d'une société, la majorité de ma clientèle se trouve sur le Maghreb. Comment faire pour continuer mon activité? Pourrait-on avoir des informations à ce sujet? Alors, le décret contrôle aux frontières est sorti en date du 15 janvier. Je vais demander, Adrien, si tu m'entends, je pense que tu m'entends, est-ce qu'on pourrait mettre sur ma page Facebook le texte du décret du 15 janvier. Il m'a été envoyé par email, donc tu le retrouveras dans mes emails pour que tout le monde ait accès à ce décret. Ensuite, il manque maintenant une instruction supplémentaire du Premier ministre qui, elle, une circulaire qui, elle, n'est pas sortie pour préciser notamment un certain nombre de dérogations dont je suppose que vous pourriez peut-être faire partie. Cette instruction, cette circulaire n'est pas sortie. Je peux vous dire que pour d'autres raisons, je tanne le cabinet du Premier ministre pour qu'il m'informe dès qu'elle sera sortie. Hier soir, j'ai un dernier message aux alentours de 20h. Elle n'était pas encore sortie. La bonne nouvelle, c'est que dans les cabinets, on travaille même le week-end. On peut espérer qu'elle sorte peut-être même ce week-end. Je ne veux rien promettre. Et je demanderai que le contenu, les points clés de cette instruction, dès que nous les avons, soient également mis sur ma page Facebook pour que vous puissiez en avoir connaissance. Je ne peux pas vous répondre en l'état. Ça dépendra certainement de votre domaine d'activité. N'hésitez pas, Boelem en tout cas, à solliciter alors, le député qui s'occupe du Maghreb est Mjid El Guerrab, avec lequel je travaille très régulièrement. N'hésitez pas à le solliciter parce que lui, vous pouvez compter sur lui pour être insistant, le mot est faible, auprès des cabinets. Lui aussi, il fait partie des gens qui ne lâchent pas les cabinets pour obtenir une réponse. Voilà, il est 11h passé de 4 minutes. J'espère que vous aurez eu réponse à la plupart de vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je puisse apporter des compléments d'information. En sachant qu'en plus, vous voyez, pour le contrôle aux frontières, il va y avoir des informations, des précisions qui vont arriver. Juste vous dire quelques mots avant de vous quitter. Pour les circonstances et situations où un test PCR n'aurait pas pu être possible avant l'embarquement, pour le moment, il n'y a que quelques pays où on sait que ça n'est pas possible du tout d'avoir un PCR avant de partir. Mais il y a quelques situations, une urgence, je ne sais pas quoi, un proche décédé en France. Enfin, il y a quand même des circonstances où on est obligé de rentrer vite et on n'aurait pas pu avoir ce test PCR négatif avant embarquement. Alors, en arrivant en France, on a l'obligation de se soumettre à un test antigénique à l'arrivée sur le sol français. Et dans ces circonstances-là, l'isolement devient obligatoire 7 jours dans un hôtel, pas chez soi. Et là, dans ce qui m'a été dit, mais on attend encore une fois l'instruction du Premier ministre pour le confirmer, y compris pour les Français. Donc voilà, c'est important. Hein. Si vous n'avez pas pu avoir votre test PCR négatif, attention, isolement dans un hôtel, et c'est cette liste d'hôtels que j'attends, qui sera établie avec une liste pour qu'il y ait une gamme de prix qui permettent de répondre à tous les portefeuilles et à tous les budgets. Voilà, cette dernière précision me semblait importante pour vous tous qui avez peut-être quand même le projet ou l'envie de revenir en France
prochainement pour y passer quelques temps. Ah, j'ai oublié de vous dire également, dans la stratégie vaccinale de la France, également très important, si vous deviez, vous qui résidez à l'étranger, être de passage en France, vous aurez accès à la vaccination gratuite. On n'en connaît pas encore les modalités, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que si vous n'avez pas de carte vitale, la fameuse carte qui donne accès à l'assurance maladie en France, on a souligné le point que, on voit bien si vous êtes allé voir votre famille dans une petite ville où la caisse primaire d'assurance maladie locale ne vous connaît pas, je ne donne pas cher du fait que vous puissiez avoir le vaccin gratuitement. Donc, ça reste à préciser. En tout cas, c'est bien dans les tuyaux pour pouvoir avoir accès à cette vaccination si vous étiez de passage en France, sous réserve que vous y restiez suffisamment longtemps pour avoir les 2 injections avec les vaccins que nous avons pour le moment, et en respectant votre ordre de priorité. C'est-à-dire que si vous deviez être en ce moment sur le sol français et que vous avez, comme nous disait Guillaume tout à l'heure, 44 ans sans pathologie en même temps, vous ne pourriez pas avoir accès à la vaccination. Il faudra attendre votre tour, de toute façon, dans les ordres de priorité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc Thierry, juste dernière question, qui en cas d'inefficacité du vaccin AstraZeneca sur les personnes âgées, est-ce que ce vaccin pourrait être administré à un public différent? Absolument. C'est bien ça qui est à l'étude, c'est que ce vaccin qui montre une efficacité de 70%, je crois, en effet, son indication serait différente, donc le public cible prioritaire serait différent et ne serait pas les personnes âgées. Bon, il n'est pas question, un vaccin efficace à 70%, on l'utilise. Je rappelle que le vaccin contre la grippe, c'est 60% d'efficacité. Et un autre vaccin, il existe même un vaccin qui a à peu près 20% d'efficacité. Et on l'utilise quand même. C'est le vaccin contre la tuberculose. Voilà, donc un vaccin à 70%, on l'utilise parce que notre système immunitaire ne compte pas que sur les anticorps développés par le vaccin pour se défendre. On a aussi nos muqueuses, on a aussi des cellules immunitaires. Et c'est tout cet ensemble qui fait qu'on peut combattre le virus. Voilà, je suis très bavarde, mais j'adore parler de tout ça. Il faut quand même que je m'arrête là. Je vous souhaite à tous bon vent, bonne continuation dans les pays dans lesquels vous êtes, toujours à votre disposition. Sachez aussi que je fais ce que j'appelle des déplacements virtuels, dans lesquels je rencontre la communauté par visioconférence et non plus par un live comme ça, ce qui nous permet d'interagir directement. Donc j'en ai fait plusieurs en Birmanie, au Laos, en Nouvelle-Zélande, à Wuhan. J'en ferai à nouveau. Je peux vous dire que dans les projets, j'ai le Japon, la Corée, la Chine, Hong Kong, l'Indonésie. Il n'y a pas d'ordre encore dans tout ça. Mais voilà, si vous êtes dans une communauté pour laquelle vous souhaiteriez avoir une visite plus tôt, je serai toujours à votre disposition et je suis prête à faire une visioconférence avec vous avant même d'attendre l'heure du déplacement plus officiel avec l'intermédiation du consulat et de l'ambassade. Voilà, au revoir à tous, à bientôt. Rendez-vous dans un mois pour la prochaine permanence virtuelle.